Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons Natacha Strempek, enseignante à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Sommaire. Aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer notre émission à un genre de dessin animé reconnaissable dans le monde entier. Il s'agit du manga. Et Natacha Strempek sera avec nous pour nous en parler. Dans une seconde partie, nous recevons Stéphanie, qui nous rejoindra pour sa chronique. C'est une surprise que nous allons découvrir dans cette émission. Mais tout de suite, nous accueillons Natacha. Bonsoir Natacha et bienvenue dans nos studios. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Toi, tu es une enseignante en japonais à l'université. Oui. Et tu es une fin connaisseuse de l'univers manga. Je suis avant tout une fan de l'univers manga. Je pense qu'on est assez nombreux ici dans le même cas. Alors écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le manga, c'est un art japonais, enfin ça c'est ce que je pense, dont les codes sont désormais partout dans la vie quotidienne. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cet art finalement ? En quelques mots, c'est un peu compliqué. Oui, on va essayer de le faire. Certains chercheurs font remonter l'histoire des mangas jusqu'au VIe siècle. 6e siècle, ah ouais. À peu près. Ça date pas d'hier, comme on dit. Non. Le terme manga en lui-même est beaucoup plus récent. Il date du 18e et a été créé par Hokusai, qui est beaucoup plus connu pour ses estampes. D'accord. Après, les codes tels qu'on les connaît, le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas le graphisme du manga est beaucoup plus influencé par la culture occidentale. On pense notamment à ces grands yeux qui sont souvent évoqués d'ailleurs quand on parle du manga. C'est vrai, mais finalement, la culture occidentale, alors c'est étonnant. C'est les Walt Disney, c'est... Disney, beaucoup. Ah, d'accord. Certains chercheurs, je pense notamment à... C'est Julien Bouvard, je crois, qui enseignait le cinéma, en tout cas le manga, le cinéma au Japon, qui est un enseignant-chercheur de l'Université de Lyon, parlait notamment du fait que c'est Disney qui a beaucoup influencé au niveau du graphisme, notamment des yeux, et ces grands yeux aussi permettent d'exprimer beaucoup d'émotions et de simplifier le graphisme tout simplement. C'est plus simple de reprendre un même modèle et de le reproduire à plusieurs échelles qu'à chaque fois dessiner des personnages extrêmement différents systématiquement. Mais c'est une simplification et en même temps ça permet de passer beaucoup d'émotions à travers les yeux. C'est fort ça. Mais finalement, que représente la culture manga au Japon plus largement ? Ça fait partie intégrante de la culture japonaise. C'est indissociable. Tout le monde a lu des mangas, quels que soient les âges, quels que soient les genres. Tout le monde a lu des mangas. Ça, c'est c'est une industrie en fait, le manga. C'est produit très régulièrement. Il y a énormément de revues hebdomadaires. La plus connue, c'est le Shonen Weekly Jump. Ok. Donc déjà un mot compliqué. Le Shonen, ça veut dire jeune garçon. Weekly pour hebdomadaire. Jump. Ah d'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que la situation est comparable, par exemple, enfin, ce qui se fait au Japon, ce qui se fait à l'extérieur et en Nouvelle-Calédonie, par exemple ? Non. Tout simplement parce que tous les mangas qui sont produits, qui sortent au Japon, ne sont pas forcément traduits en France et par réciprocité chez nous. Tout ne sort pas. Ce sont seulement les plus grosses ventes en général qui sont après, qui s'étendent après vers l'Occident, vers nous, vers les États-Unis, l'Italie, etc., etc. Alors dis-nous un petit peu parce qu'on parle d'animé, de manga. Et c'est quoi vraiment la différence entre ces deux termes ? Un manga, c'est tout ce qui est papier. En fait, manga, on peut traduire grossièrement par bande dessinée, grotesque, parce que c'est la traduction de man, qui veut dire vulgaire aussi d'ailleurs. C'est par rapport à l'origine de... Vulgaire. Oui. Jusque-là. À la base, c'était principalement pour des dessins caricaturaux, soit à tendance religieuse, pour critiquer le bouddhisme, d'où l'origine au VIe siècle. D'accord. Parce que c'est l'arrivée du bouddhisme. Manga, en fait, ça veut dire dessin, image. Donc manga, on peut le traduire par bande dessinée. L'animé, ça vient de animation, c'est un dessin animé, une animation. Donc un manga, c'est tout ce qui est papier. Ok. Animé, c'est tout ce qui est télévisuel. Donc, quand j'ai dit manga, déjà, je me suis trompé de terme, en fait. J'aurais dû dire animé, c'est ça ?
On peut utiliser les deux. Après, il y a beaucoup d'animés qui sont des adaptations de mangas. Yes, ouais. Ou de jeux vidéo. Après, il y a différentes formes d'origine pour les animés. Mais ça se rejoint énormément. Et dans l'esprit occidental en général, français et calédonien, ça se rejoint beaucoup. Très souvent, on parle de manga en parlant d'animé. Donc, c'est pas dérangeant. C'est assez généraliste. Écoute, je te propose qu'on regarde une petite vidéo, justement, qu'on a tournée en Nouvelle-Calédonie. Et après, on se retrouve juste après ça, d'accord? Entendu. Allez, on regarde ça tout de suite. T'as compris? Et là, tu pourras aller jusque-là avec le blanc. Tu vas jusque-là. Jusque-là? Ouais, voilà. Voilà, alors je présente le groupe des plus petits qui sont en train de travailler donc, sur un manga. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fait beaucoup de dessins. Et on leur a appris à faire les personnages de manga. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Super. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'atelier de Sylvie Jorot, un vrai temple d'initiation à l'animation japonaise, plus connu sous le nom de manga. Ici, c'est un atelier technique où on leur apprend vraiment à utiliser la peinture, la bombe, à dessiner, voilà. Donc il y a plein de choses différentes. Des fois, il y a des petits groupes qui font un peu le même tableau, mais là, cette semaine, tout le monde a fait des tableaux un peu différents. Alors là, on passe dans le groupe des un peu plus grands. Et il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Mais qu'est-ce qui explique un tel succès? En fait, ce thème-là, il marche vraiment très très fort. Il y a vraiment une demande chez les jeunes. Donc, je suis amenée souvent à refaire ce thème-là. Moi, j'essaye de varier les techniques pour que ce ne soit pas tout le temps la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire sur les mangas. C'est énorme. Là, on a fait donc manga et jeux vidéo parce qu'il y a tous les décors de manga aussi qui vont avec. Donc voilà quoi. Et ils sont fans et c'est vraiment un thème qui revient. Ça se démode pas quoi. La réussite du manga à l'extérieur du Japon s'expliquerait par son aspect indémodable. Nous nous sommes aussi rendus à la médiathèque de Dembéa, où se déroule actuellement la 10e édition de l'événement Go Manga, où l'univers du manga est mis à l'honneur. Je saurais pas trop l'expliquer, mais c'est comme un petit coup de cœur, le manga. Je ferai ce que je pourrais pour pouvoir en faire un métier. Une médiathèque où 100 mètres carrés sont dédiés au manga et à la bande dessinée. Il y en a pas mal qui sont très branchés manga, qui lisent un peu ça exclusivement parfois. Mais bon, si ça leur permet de fréquenter la bibliothèque et puis par ce biais-là, après d'accéder à d'autres types de lectures, c'est bien aussi, quoi. C'est un phénomène qui continue en fait à plaire puisqu'en fait on a de plus en plus d'enfants qui s'y intéressent pour faire comme les grands frères. C'est pour ça qu'on a développé un fonds enfants et des adolescents qui sont devenus adultes en 10 ans de Go Manga, et donc c'est pour ça qu'on continue de développer le fonds adulte, puisqu'en prenant de l'âge, leur centre d'intérêt, leur lecture change un petit peu, donc ils peuvent rester dans le manga tout en ayant des niveaux de lecture qui évoluent. Vous l'aurez compris, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le manga a encore de très beaux jours devant lui. Alors, on se retrouve avec Natacha. Comme on l'a vu dans ce petit reportage, les médiathèques, les établissements scolaires, les CDI tentent de profiter de ce succès finalement pour attacher un petit peu les jeunes à la lecture. Est-ce que pour toi, c'est un bon levier de... C'est un très bon levier, ça reste une lecture, quoi qu'il en soit, qu'il y ait des images ou pas. D'autant plus que depuis ces dernières années, beaucoup de romans dits classiques ont été adaptés en manga. Je pense au Conte de Monte Cristo, Roméo et Juliette, il y a eu quoi aussi Jane Eyre de Charlotte Brontë. Il y a beaucoup de classiques qui sont passés en manga, donc ça fait un tremplin pour eux pour partir après, peut-être vers le vrai roman, enfin le roman, le classique, qui est un peu plus complet. Mais c'est une bonne chose. Et alors, du coup, on parle des enfants, des plus jeunes. Est-ce que les mangas sont justement adaptés à tous les âges? Il y a quand même des... Non. Enfin, il faut prendre des précautions, finalement. Tous les mangas ne sont pas adaptés à tous les âges. Il y a vraiment une catégorisation qui est faite entre les mangas et qu'il faut vraiment respecter. Je pense aux catégories seinen et josei qui sont plutôt adaptées pour des jeunes adultes, beaucoup moins pour des enfants. Ken. Ah, Ken, l'exemple, hein, voilà. Hein. Oui. Nos parents ne voulaient pas qu'on regarde ça à la télé à l'époque parce que... Et encore, c'était très censuré. Hein. Ah oui, bah oui, finalement. Avant d'arriver en France, il y a énormément de choses qui ont été censurées.
Je pense moi beaucoup à Berserk. J'ai vu des adolescents en lire et j'étais choquée parce qu'il y a beaucoup de scènes crues, très violentes. D'accord. Des scènes de torture, de viol. Enfin, j'ai trouvé ça beaucoup trop dur pour eux. Ah ouais. Donc non, c'est vraiment classé en seinen et il faut que ça reste comme ça. Il y a vraiment une classification pour Oui. ça alors. Oui, D'accord. Oui. Mais les Français ont découvert les mangas finalement à travers les années 80, le Club Dorothée. Moi, je me souviens de Goldorak, Dragon Ball, tout ça. Ces dessins plaisaient aux jeunes, mais moins aux parents. Et comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que ce succès, il perdure? Les enfants ont grandi et sont devenus des parents. Ah oui, c'était tout simple, mais ouais. Et dans le reportage, il disait exactement la même chose, c'est que les enfants, ils grandissent, quoi qu'il arrive. C'est vrai. Et ils gardent leur goût. Et c'est vrai que c'est dans les années 70 plutôt que c'est arrivé, avec Goldorak, Albator, Capitaine Flamme. Ouais. 80, 90. Personnellement, je fais partie de la génération qui les a connus dans les années 90 avec Dragon Ball, Bah oui. Sailor Moon, Sailor Nicky Moon. Larson. Quelle époque, hein? Ça nous ramène loin tout ça quand même. Écoute, je te propose qu'on passe à une rubrique et on se retrouve juste après. Enfin, non, tu vas rester avec nous en fait parce que c'est le moment de Steph. On va accueillir Stéphanie sur notre plateau. Allez, Steph, elle arrive. Salut, Steph. Salut Mathieu, bonsoir Natacha. Bonsoir. Alors donc ce soir j'ai décidé de vous emmener dans un univers qui, comme celui du manga, fascine et passionne. Enfin je parle de la pâtisserie, donc c'est autre chose. Mais moi en tout cas ça me parle. Alors vous allez voir, donc c'est ce type de pâtisserie par contre. Donc voilà. Ça, c'est une voiture, hein, c'est pas une pâtisserie. C'est une voiture mais c'est un gâteau trempe-l'œil. Ah bon? Voilà, donc vous allez voir, donc c'est un gâteau, donc c'est une véritable sculpture, je dirais, comestible. Donc il s'agit de l'œuvre d'une chef que je suis sur Instagram, donc c'est la pâtissière turque. Voilà, celle-ci. Donc Tuba Cekil, donc c'est une véritable star donc sur ce réseau social. Elle a remporté de nombreux prix par rapport à son travail. Alors vous allez me dire, mais Stéphanie, cette tendance de l'art, du gâteau hyper réel n'a rien de nouveau, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir que 2022, c'est quand même l'année où ce type de gâteau donc, domine Internet. Les pâtissiers se surpassent pour créer un art révolutionnaire à base de sucre. Et ça marche en fait, puisque certains d'entre eux cumulent plus de 8 millions de vues sur des plateformes comme TikTok ou encore Instagram. Moi, pour ma part, donc j'ai un faible, si je peux dire ça comme ça, pour le travail de Tuba Cekil, car j'aime beaucoup ses créations farfelues. Ses gâteaux sont minutieusement construits. Il y a vraiment le souci donc du détail dans tout ce qu'elle fait. Avec elle, en fait, je dirais tous les objets du quotidien sont presque trop beaux pour être vrais. Tout simplement, c'est des gâteaux extraordinaires donc, qui sont faits comme des gâteaux donc, finalement normaux à base d'une génoise, de crème au beurre ou autre glaçage. Le véritable secret de ces gâteaux, c'est surtout de ce qui les recouvre. C'est une simple pâte en fait, de sucre et de gélatine qui permet aux pâtissiers en fait, finalement, de leur donner la forme qu'ils veulent. En tout cas, pour moi, ces gâteaux, en fait, plus aucun doute qu'avec ces gâteaux, eh bien, la pâtisserie est vraiment un art à part entière. Donc voilà, une pastèque, enfin franchement, c'est magnifique. Ça trompe l'œil, hein. Oui, tellement que c'est beau, ça donne pas envie de les manger. Enfin moi non, personnellement. Vous voudrez les essayer, mettre la chaussure ou... Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Ok. Natacha, on revient à nous du coup. Merci Stéphanie. Merci à vous ça m'a donné de l'appétit tout ça. Et comment dire, Natacha, on a parlé du Club Dorothée, ces choses-là. C'est vrai que moi, j'y connais pas non plus grand-chose au manga, disons, plus noble. Mais je pense au dessin de Miyazaki, Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro ou encore Princesse Mononoke. Quels sont les messages que véhicule ce genre de manga, en fait ? C'est une question un peu compliquée parce que du coup, dans l'univers des mangas, donc des bandes dessinées, il existe aussi des auteurs un peu à part, comme Taniguchi Jiro, qui a des graphismes absolument magnifiques et qu'on a du mal à classer comme un manga classique. Au contraire, il sort complètement des sentiers. Miyazaki, c'est vraiment des films d'animation. On peut citer aussi Perfect Blue, si certains connaissent, ça commence à être assez vieux, qui sortent complètement du genre de l'animé et du manga. Donc les messages qui sont véhiculés par ces différents médias sont très différents les uns des autres. Miyazaki va beaucoup plus se pencher sur la nature, sur le respect de l'environnement, la préservation de l'environnement, pour que l'homme vive en harmonie avec. La place des femmes aussi chez Miyazaki est
vraiment très particulière et pour ça que j'ai porté ma conférence dessus, parce que moi ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a questionnée, du coup j'ai commencé à faire des recherches dessus. Puis les personnages féminins dans l'animation, dans l'animé, dans les mangas sont très différents les uns des autres. Alors, manga animé, pour le coup, ça se rejoint, vu que c'est le même univers. Mais avec le monde de l'animation, c'est très différent. On a des stéréotypes de personnages féminins dans le monde de l'animé, du monde du manga, qu'on ne retrouve pas forcément dans le monde de l'animation, dont Miyazaki. Ok. Et dans certains mangas ou animés, on voit parfois des éléments de la culture traditionnelle japonaise. Je pense notamment au culte des esprits ou encore le lien avec la nature. Est-ce que ça explique un petit peu le fait que ça fonctionne, notamment ici peut-être, où les gens sont vachement rattachés à ces notions-là? Honnêtement, je ne sais pas. C'est possible que certains y retrouvent des codes culturels. Ouais. Après tout, pourquoi pas. Après, est-ce que ça englobe l'engouement de tous les Calédoniens? Je ne pense pas que ce soit le cas. Certains, oui, certainement, mais tout le monde, non. Les codes culturels japonais et les codes culturels calédoniens sont très différents. Ça, il n'y a pas à dire. Ouais. C'est vrai que la partie où le respect pour les ancêtres, pour les vieux, également le respect envers la nature, tout ça, on le retrouve dans certains. Et que ça se rejoint, mais dire que les codes culturels japonais et calédoniens sont pareils, je pense que ça serait un peu dangereux. Non, oui, on n'irait pas jusqu'à dire ça. Écoute, je te propose qu'on repasse à encore une nouvelle rubrique. C'est l'humeur de la semaine, et on regarde ça tout de suite. Ah là, on y était, vraiment, bon, version originale en plus. J'ai choisi cet extrait, c'est l'humeur de la semaine, c'est un petit peu mon petit coup de cœur, on aurait pu parler d'autres choses, mais bon, on est dans le manga, on va y rester. Avant-hier, c'était l'anniversaire d'Akira Toriyama, donc, qui est l'auteur de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à cet homme remarquable, qui, grâce à qui on a connu Dragon Ball Z, une révélation chez beaucoup de gens. Donc on souhaite un bon anniversaire pour ses 67 ans à Akira Toriyama, qui est né à Nagoya le 5 avril 1955. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Maintenant on revient, comme on parlait de manga, je me suis dit, bon, c'était un peu l'actu du moment. Toi, tu as récemment animé une conférence, comme on en parlait, sur la place des personnages féminins dans les films de Miyazaki, et plus largement dans l'animation japonaise. Les femmes occupent-elles une place particulière dans les mangas et les animés, finalement, différemment que dans la culture occidentale? Différemment de la culture occidentale, il y a toujours ce côté patriarcal avec la jeune femme qui a besoin d'être sauvée absolument par un proche chevalier. Donc ça, on le retrouve dans les deux. D'accord. si on regarde par rapport à l'animation, si on compare par exemple Disney et les animés, ah oui, mais là San, c'est différent, c'est Miyazaki. Miyazaki va plutôt leur offrir une personnalité pleine et entière. Ce sont des femmes qui sont fortes, qui sont indépendantes, qui vont au-devant des obstacles et qui ont besoin d'un partenaire, mais vraiment en tant que tel, et pas de quelqu'un qui va venir absolument à leur rescousse, les sauver absolument. Elles sont leurs propres héroïnes. Et comme tu dis, finalement, c'est peut-être bien le style de Miyazaki particulièrement, là. Oui. Ok. Oui. Tac. Il existe même un type de... non, attends. Est-ce que c'est une raison pour lesquelles on retrouve aussi beaucoup de filles et de femmes parmi les fans de manga? Alors là, je veux bien des exemples comme ça, parce que la plupart des héroïnes, il y en a quand même, on en retrouve des héroïnes femmes, mais très souvent, elles ont quelqu'un, un homme, souvent, qui vient les sauver. Alors certains sont en dehors de ça, je pense notamment à Sailor Moon, qui moi personnellement a bercé mon enfance. Ah oui, tout à fait, on s'en souvient. Ou par exemple Cat Size aussi, même titre. Shugokara, qui encore une fois, c'est un groupe de jeunes filles qui sauvent la planète, qui sauvent le monde. Mais il y a toujours des personnages, pas Shugokara, pour le coup je me suis embrouillée, Tokyo Mew. Et Princesse Mononoke, par exemple? Alors Princesse Mononoke,
Encore une fois, là, c'est comparer deux univers différents. L'univers de l'animation et le comparer à Miyazaki. On voit vraiment les deux types. On a le stéréotype de la femme soumise, pas toujours, mais en tout cas qui a besoin absolument d'un sauveur. Et de l'autre côté, on a San, par exemple, qu'on vient de voir en image, qui peut très bien se débrouiller toute seule. D'ailleurs, ça se voit. Elle part attaquer le village sans rescousse, sans secours derrière. Rien qu'à la voir sur cette image, elle est fantastique. Chihiro, qui elle, fait un voyage initiatique, on le voit bien, c'est perçu comme tel. Elles empoisonnent personne, finalement, ces héroïnes. Non, mais un partenaire comme, par exemple... oui, alors là, c'est vraiment un exemple typique aussi pour Le Château dans le ciel, où là, on a vraiment un duo qui fonctionne ensemble et qui ont besoin l'un de l'autre. Et en parlant justement de la place des personnages féminins, il existe un type de manga plus spécifiquement dédié aux femmes. C'est ça, le josei. Enfin, je ne sais pas si je prononce bien, mais... C'est presque ça. Peut-être tu vas nous aider. Il y a techniquement pour les jeunes... Alors, il y a les jeunes filles qui, elles, ont le shoujo. Qui vraiment là s'adapter, c'est des fleurs bleues, c'est côté en amour, on découvre l'amour, les sentiments, les émotions, on a ses amis autour. Et le par contre c'est Josei, qui lui va être un peu différent, vraiment très différent, au contraire qu'adressé aux jeunes femmes qui vont découvrir la vie d'adultes, qui peut parler de sujets très intimes, qui va parler de sexualité, de viol également, je pense autant de l'amour. Qui est un one-shot, c'est-à-dire qu'il y a un seul volume, qui est dédié, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est violée. Il est absolument terrible, mais extrêmement touchant. C'est à lire pour les jeunes femmes seulement. Je peux pas faire lire ça à des jeunes filles, c'est beaucoup trop dur comme sujet. Mais il y a vraiment ce type où on retrouve l'entrée dans le monde du travail, par exemple. Une relation, par exemple un mariage, qui va être à ses débuts, etc. C'est assez particulier quand même. Oui. Du coup, pour revenir à la société japonaise plutôt patriarcale, on a l'impression qu'il existe énormément de héros féminins, peut-être qu'on se trompe, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe par là? Le fait qu'il y ait des héroïnes féminines? Le fait que la société soit patriarcale et que... Il y a aussi pas mal d'héros féminines. Alors, notre société est basée sur quoi? Le matriarcat ou le patriarcat? Mais qu'est-ce que ça dit de la société japonaise pour toi, en fait? C'est le fait de se baser sur les mangas comme seul support d'analyse pour une société comme la société japonaise. C'est une erreur profonde. On ne peut pas se baser que sur ça. C'est comme si on se basait sur les films français pour juger la société française. Ça ne donne pas l'intégralité de la société française ou la société japonaise. Donc par contre, ça a tendance à véhiculer beaucoup de stéréotypes de la femme japonaise en dehors des frontières japonaises, où beaucoup d'Occidentaux, de Français, de Calédoniens perçoivent la femme japonaise comme étant soumise. Ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est rarement le cas d'ailleurs. Elle a une personnalité qui lui est propre. Il faut faire attention aux clichés. Qui est individuelle, absolument. C'est une société en évolution aussi, comme la nôtre. Bien sûr. Bien sûr, il y a cet aspect-là. Et la place de la femme évolue aussi dans la société japonaise. Elle a évolué pendant l'ère médiévale, elle a évolué pendant l'ère Meiji, elle évolue encore maintenant, et tant mieux, tant mieux. Écoute, Natacha, c'était le mot de la fin, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Oui. C'est un sujet vraiment intéressant. Mais nous, on n'a pas autant de temps que ça, et on te remercie d'être venu participer à cette émission. Merci beaucoup. Et avant de se quitter, on va lancer l'agenda culturel de la semaine. Après le passage de la dépression Philly, place au pire cyclone de la galaxie qui va faire trembler le théâtre de poche sur Nouméa ce samedi à 10h et à 16h. Un spectacle pour enfants proposé par le théâtre Micmac. Imaginez-vous, en plein cœur de la forêt calédonienne. Un gros cyclone est annoncé. Tous les animaux doivent se préparer, s'entraider et s'organiser pour l'affronter. Une histoire originale, poétique et éducative pour exprimer ses émotions et ouvrir la parole des enfants. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 25 07 54. Enfin, Pâques approche à grands pas.
Pour l'occasion, diverses animations gratuites attendront petits et grands enfants dans le centre commercial de Théhari à Koné du 13 au 15 avril dès 9h. Au programme, spectacle de magie avec Guy Raguin et Léo, animation musicale, maquillage et coloriage géant et surtout, vous pourrez gagner plein d'œufs au chocolat. Et voilà, on finit là-dessus. À noter que la conférence de Natacha Strempek est à retrouver sur le site de kaidonia.nc. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes nos émissions sur ce site. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.